Et donc il y a quelqu'un qui s'est amusé, qui a pris la photo de Jean-Michel Trogneux et qui a utilisé l'application en transformant le visage en une femme. Quel serait le visage femme de Jean-Michel Trogneux? Non mais regardez, bon c'est pas très scientifique, hein, c'est juste une application en ligne, mais regardez quand même les faits. C'est surprenant, non? Donc en fait, sur la première image, on voit Jean-Michel à gauche et ce qu'il serait s'il était une femme. Et sur la deuxième image, on voit à gauche ce qu'est aujourd'hui Brigitte et ce qu'elle serait si elle était une femme. Non mais c'est complètement dingue ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle quand même. Franchement, je vous dis, je pourrais jamais me débarrasser de cette vision-là. je pourrais pas m'en débarrasser. Je dois vous dire un truc, j'ai reçu un email de quelqu'un qui pense avoir retrouvé Jean-Michel dans un album de fin d'année aux États-Unis. Et je vous promets, cet email est arrivé genre 2 minutes juste avant qu'on lance le live ce soir. Très bien les gars, bon mardi à tous, nous revenons directement à la saison 2 de Becoming Brigitte. Nous avons reçu tellement d'emails, de très bons indices parmi eux que vous nous avez envoyés. Certains d'entre eux nous ont permis de trouver quelques réponses aux questions que nous avons soulevées dans l'épisode numéro 1. Et je vais également vous raconter un truc complètement dingue sur ce qui se passait à l'époque à l'université de Stanford, au début des années 1970. Et nous avons un nouvel enregistrement audio du mystérieux prisonnier 2093, dans lequel il raconte le temps qu'il a passé dans sa cellule. Mais avant toute chose, nous avons terminé l'épisode d'hier par une question. Pourquoi faire de Brigitte la première dame de France? C'est bizarre, elle s'en est tirée déjà avec tellement de choses, pourquoi vouloir encore aller plus loin et faire d'elle la première dame de France? Et quand la question a été soulevée à la fin des commandes de la lecture de vos commentaires hier, j'ai émis la possibilité qu'il y avait peut-être un élément spirituel, un élément théologique là derrière. Bienvenue sur Candace! Si vous êtes un auditeur régulier de ce podcast, alors vous me l'avez certainement entendu dire plusieurs fois, tout est théologique, tout est spirituel. Je ne peux toutefois pas m'attribuer tout le mérite à ce sujet puisque c'est quelque chose que mon mari a partagé avec moi. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je lui ai demandé « Mais qu'est-ce qui t'a pris de vouloir étudier la théologie à Oxford ?» Je me souviens à cette époque avoir pensé, c'était dans les années 2018-2019 à peu près, sur tous les sujets possibles qu'un étudiant puisse prendre à l'université, pourquoi aller choisir la religion? Surtout une religion que tu ne suis pas vraiment en fait. C'est quoi l'intérêt d'apprendre à ce sujet-là? J'étais tellement stupide, je me trompais sur toute la ligne. Je crois d'ailleurs aujourd'hui que c'est l'un de mes plus grands regrets académiques. Je suis allée à l'université bien sûr, mais je crois que j'ai vraiment perdu mon temps parce qu'en fait ce que j'aurais dû faire c'est tout simplement étudier la religion et la théologie. Parce qu'à travers toute ma vie politique, je réalise de plus en plus qu'en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre qui compte. Tout n'est qu'une vulgaire pièce de théâtre et si tu ne comprends pas, si tu ne sais pas ce qui dirige quelqu'un spirituellement, alors tu ne peux pas pleinement saisir ce qui se produit. C'est précisément à l'université que mon mari a pris la décision de se convertir au catholicisme. Et une décision qui m'a paru d'autant plus étrange, en tout cas dans mon esprit américain des années 2018, c'est que, selon moi, c'est presque un marqueur d'éducation aux États-Unis en tout cas, d'être anti-catholique. Oh non, les catholiques, non. Tout ce qu'on apprend dans l'histoire nous montre que ces catholiques étaient complètement cinglés. Avec toutes ces atrocités, ces abominations qu'ils ont fait en Europe. Mais heureusement, aux États-Unis, bien que nous soyons un pays jeune, nous avons tout compris. Et je me pose quand même une question. Est-ce que c'est pas un peu curieux que Brigitte est une prétendue catholique, soit une prétendue catholique? Une catholique dévouée? Est-ce que vous qui suivez cette histoire, vous y croyez à ça? Parce que dois-je vous rappeler qu'en tant que, je cite, catholique, la première des choses qu'elle a voulu faire, en étant entrée aux côtés de son mari au bureau de l'Élysée, c'est qu'elle a quand même voulu suggérer l'idée de transformer le dôme de Notre-Dame en un pénis. Non, je plaisante pas, vous vous en souvenez quand même. Attendez, je vous mets un gros titre ici juste pour vous rappeler un peu les choses. On peut lire dans le titre, la femme du président français a proposé un phallus et des boules en or pour la reconstruction de Notre-Dame. Et voici une citation de cet article. Mais quand Brigitte a pris ses fonctions, elle est censée être la femme d'eux, donc on va juste dire quand Macron a pris ses fonctions, la ministre de la Culture à l'époque était une femme appelée Roselyne Bachelot. Et Roselyne Bachelot est celle qui avait reçu à l'époque la proposition de Brigitte. Et voici, à travers cet article, ce qui est écrit, on peut voir ce que Roselyne Bachelot a récapitulé de son livre. Je ne regrette pas cette insubordination quand, au déjeuner avec Brigitte Macron quelques jours plus tard, elle me montre un projet avec une sorte de phallus en érection fondé sur une base entourée de boules en or. Attends, quoi? Juste pour être clair, ils l'ont virée, ils se sont débarrassés de cette femme. Et ils ont dit, ok, bah tu veux pas mettre les boules en or? Tu veux pas mettre des petites boules sur le dôme? Bah tu dégages. Bye bye Roselyne. Et Roselyne ne regrette absolument pas, comme elle devrait d'ailleurs ne pas le regretter, son insubordination. Parce que je veux dire, je suis d'accord avec elle, cette histoire est dingue, et quand on y pense, quelle meilleure façon de détruire ses vrais ennemis que de le faire de l'intérieur?
Tu sais, bon, qu'est-ce que je peux dire? Je suis catholique, et oui, Macron, moi, on est tombés amoureux. Oui, il a vécu 14 ans, mais... Ok, je comprends, je comprends. Et je vais vous dire un autre truc à mon sujet, les gars, un petit fait comme ça au passage. La première chose que je voulais faire quand j'étais petite, ce que je voulais devenir, je m'en souviens aussi vif que c'était, comme si c'était hier, c'est que je voulais devenir archéologue. C'est un sujet qui a commencé à m'obséder quand j'étais en CE2 à peu près. On a commencé à parler de l'archéologie, et je sais pas très bien ce qui m'a motivée derrière ce sujet. On a commencé à apprendre au sujet de l'Égypte. Bon, pas besoin de préciser que ça a pas trop fonctionné pour moi dans la vie sur ce sujet-là. Et mon intérêt pour ces objets retrouvés après des fouilles, qui permettaient souvent de révéler des secrets du passé, ben, j'imagine que ce pan-là de mon obsession n'a pas tellement disparu. C'est la raison pour laquelle, quand on a découvert cet artefact, cet objet, dans le cadre de la saga, j'ai envie de dire, Brigitte Macron, ça a vraiment, vraiment piqué mon attention. Je me suis dit, attends, il y a peut-être quelque chose là derrière qui vaille la peine qu'on y prête un petit peu attention. Donc je vais vous raconter une histoire vraie. Quelque chose d'extrêmement factuel. À Amiens, souvenez-vous, c'est la ville où Emmanuel Macron et Brigitte Macron sont nés, il y a un objet qui a été découvert en 1845. Il s'agit d'une statuette en bronze qu'ils ont retrouvée sur le terrain d'un militaire appelé Captain Bernal. J'avoue que je ne sais pas si c'est à cause de la barrière de la langue, mais j'ai quelques difficultés à apprendre quoi que ce soit au sujet de ce fameux capitaine, autre que le fait que cette statue en particulier a été spécifiquement retrouvée dans le voisinage de Henryville, à Amiens. Et si ce quartier vous semble familier, c'est tout simplement parce qu'il s'agit du quartier spécifique où Emmanuel Macron a passé son enfance, où il a grandi avec Manette. Donc rien que ça a suffi à susciter mon intérêt. Et je suis désolée, ça m'a intéressé d'autant plus quand ils ont décidé d'appeler cette statue, d'ailleurs elle est toujours à Amiens, vous pouvez la trouver dans un musée, ils ont appelé ça le dieu d'Amiens. Je suis désolée, mais moi, si je vais fouiller et faire quelques fouilles dans mon jardin et que je déterre soudain une figure païenne en forme de statue, jamais de la vie ça me viendrait à l'esprit d'appeler ça le dieu de quoi que ce soit, le dieu. Bien sûr, je serais contente, je serais genre, ah super, j'ai trouvé un truc dans mon jardin. Mais il y a quelqu'un qui a décidé d'appeler ça le dieu d'Amiens. Donc là, c'est sûr, ça a vraiment attisé mon intérêt et vous pouvez compter sur moi pour me mêler de choses qui ne sont pas mes affaires. Et comme je vous l'ai dit, ce qui a vraiment suscité mon intérêt, c'est le nom qu'ils ont donné à cette statue. Aucune personne saine d'esprit ne donnerait le nom de Dieu à une statue retrouvée dans son jardin. Qui ça viendrait à l'esprit d'aller déterrer un truc, de le retrouver, de le mettre dans sa maison et d'appeler ça le Dieu? À moins peut-être d'être un gros païen vous-même. Donc prenons le temps d'analyser un petit peu cette statue. On voit qu'il lui manque quelque chose dans la main, d'ailleurs des deux côtés. Quand on regarde la statue, ça donne un petit peu effectivement l'impression que ce soit le visage d'un jeune homme. On peut distinguer qu'il a une oreille d'animal. Et je peux tout de suite vous révéler ce qui est supposé être dans sa main gauche. Ce qui manque dans sa main gauche, c'est un serpent. Et du côté où il y a le bras cassé, normalement s'il y avait le bras, il serait censé supposer être en train de porter du raisin. Je vous mets juste à côté une photo de ce à quoi devrait ressembler la statue. Nous le savons parce que la statue qui est représentée ici à droite est appelée le dieu de Besançon, qui est une région beaucoup plus au sud de Paris. Donc sur la gauche, vous avez bien compris, vous avez le dieu d'Amiens, et sur la droite, le dieu de Besançon. Encore une fois, je me demande bien, mais qui peut inventer des noms pareils pour nommer ces statues? Et maintenant, je vais vous expliquer des choses et je souhaite que vraiment vous prêtiez une grande attention à tout ce que nous allons détailler et ce qui est représenté dans cette statue tellement unique. Le dieu, je cite, mais entre guillemets, le dieu d'Amiens. Nous savons que le roi Midas est représenté avec une oreille d'animal. Cybélé, Cybele, qui était un démon. Également la mère déesse d'Anatolia, qui aurait été castrée et qui est représentée bien souvent par un serpent. Et bien entendu, nous savons que Dionysos est représenté par le raisin, la grappe de raisin. Vous le savez, il a cette figure masculine extrêmement efféminée. Et bien entendu, l'oreille de bouc représente Pan, P-A-N, le dieu Pan. Pardonnez-moi, là, c'est Marie qui reprend la parole. Je n'y connais rien du tout à toutes ces histoires de mythologie grecque et des noms. Donc je fais de mon mieux pour essayer de transcrire ce que Candace dit, parce que je n'ai aucune idée, à part Dionysos, de qui elle parle. Et nous allons rentrer dans l'histoire et vous allez comprendre pourquoi je vous donne tous ces noms. Vous allez comprendre pourquoi toutes ces figures mythologiques sont en fait reliées à la même histoire. Il s'avère en réalité que cette statue fait référence à une croyance païenne concernant la région de Phrygia, donc une région de Turquie en Anatolie. Je vous montre tout ça sur un plan parce que ça va être très pertinent dans notre histoire. D'ailleurs, au passage, la Turquie a toujours quelque chose d'extrêmement pertinent dans nos histoires. L'histoire raconte qu'il y avait un oracle qui avait été concerté pour déterminer qui serait le prochain roi de Phrygia. Donc de façon très basique, d'une façon générale, quand on dit invoquer un oracle, ça fait souvent référence, ça implique en tout cas un certain niveau de prêtrise.
Quelqu'un qui pourrait devenir comme possédé spirituellement par une certaine entité divine et qui deviendrait alors capable de communiquer des messages. Et cet oracle en particulier avait déclaré que ce serait Gordius qui deviendrait le roi de Phrygia. Et cela viendrait à s'accomplir une fois qu'il aurait conduit son char en entrant dans Phrygia aux côtés de la grande prêtresse Augustus. Cette prêtresse était hermaphrodite. La mythologie raconte que les dieux eux-mêmes craignaient cette monstruosité. Ils la voyaient un petit peu comme une sorte de démon, et donc ils ont fini par la castrer. Et donc, bon, ce qui restait d'elle, c'était une femme, enfin j'imagine, je sais pas trop. Et donc elle est devenue Cybélé. Je sais pas si toutes ces histoires commencent à vous faire penser à quelque chose, tout est un petit peu en train de se mélanger, vous savez, la mythologie, les histoires grecques, les romains, les turcs. Mais suivez-moi, restez concentrés, restez avec moi, vous allez voir où je veux en venir. Je vais être très clair avec vous. Pour la Turquie ancienne, il n'y a pas de plus grande déesse qui mérite d'être adorée que cette prêtresse Cybélé. Elle est vraiment la grande mère d'Anatolia. Donc Cybélé continue sa vie et elle finit par donner naissance à 2 enfants. Vous inquiétez pas, je vous ai créé un petit arbre généalogique mythologique, vous allez comprendre. Son premier enfant, elle l'a avec le roi Gordius. C'est celui avec lequel elle va rentrer dans la ville, en Phrygie. Cet enfant devient le roi Midas, tout le monde connaît l'histoire du roi Midas. Vous savez, King Midas, le Golden Touch, c'est-à-dire le talent exceptionnel. Et son autre enfant, elle l'a avec quelqu'un d'autre. C'était d'ailleurs un petit peu un scandale sur la façon dont cet enfant est venu au monde. Ce deuxième enfant, c'est Dionysos. Et devrais-je vous rappeler que c'est Brigitte Macron en personne qui a précieusement sélectionné Thomas Joly pour le mettre sur le projet du désormais extrêmement tristement célèbre cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Brigitte, pour une raison qui nous échappe à tous, s'est vraiment impliquée de façon personnelle dans cette performance en particulier. Nous savons que le monde entier s'est indigné devant ce qui ressemblait comme une sorte de promotion de l'idéologie transgenre et une manifeste moquerie du dernier souper. Et curieusement, le palais de l'Élysée a clarifié cela en disant, je mets des guillemets bien sûr, que non, le monde se trompait, c'était en fait censé être un hommage à Dionysos, le dieu grec du vin et des festivités, qui serait donc représenté à travers ce dieu d'Amiens, la petite figurine, la petite statue retrouvée. Et Brigitte est allée tellement loin, parce que ça lui tenait visiblement tellement à cœur de clarifier les choses à ce sujet, qu'elle l'a même mentionné dans le procès qu'elle me fait. Ah mais vous racontez n'importe quoi, vraiment cette performance, c'était à propos d'un dieu grec. Owens est allé vraiment trop loin en clamant que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024, qui était pour rendre hommage à la mythologie grecque, avait en fait été mise en scène pour honorer Brigitte Macron parce qu'elle serait transgenre. Oh. Mais là en fait tu fais rien d'autre que t'enfoncer davantage parce que tu avoues que c'est quelque chose qui est censé être relié à la Grèce. Encore une fois, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais c'est un indice supplémentaire. Il parle trop, c'est peut-être ce palais de l'Élysée, il parle trop. Dès qu'ils font semblant d'être outragés par quelque chose, ils se mettent à parler. Donc, revenons-en à Dionysos, le deuxième enfant. Dans l'ancienne mythologie, l'histoire raconte que Zeus est devenu vraiment très enchanté par cette grande mère, cette grande prêtresse Cybélé. Au cas où vous ne le sachiez pas, Zeus était connu pour tromper sa femme tout le temps. Et l'une des femmes avec lesquelles il aurait trompé sa femme, c'était cette fameuse Cybélé. Je sais pas comment on dit, pardonnez-moi, c'est Cybélé, Cybèle, bref. Et donc il commence à la voir un petit peu en cachette. Et le résultat de tout ça, c'est que cette prêtresse devient enceinte avec son enfant, son bébé. Pendant ce temps, la femme de Zeus, qui l'apprend, dit non mais c'est dingue, et donc elle rentre dans une rage terrible. Et donc elle commence à monter le stratagème selon lequel elle deviendrait un peu comme une infirmière pour pouvoir approcher de près la maîtresse de son mari, afin de pouvoir commencer à semer des petites graines de doute dans son esprit, du genre « Ah mais t'es vraiment sûr que le géniteur c'est Zeus? Dieu, lui en personne, Zeus ?» Et Cybélé est là du genre « Ouais, je suis sûre. » Et donc l'autre lui dit « Mais t'es sûr? Est-ce que tu l'as déjà vu, en vrai? Est-ce qu'il s'est déjà présenté à toi, dans sa pleine nature divine? Est-ce que je veux dire, est-ce qu'il faut être vraiment sûr? Est-ce que t'es sûr que c'était Zeus que t'as vu? » Et le stratagème finit par fonctionner. La raison pour laquelle Héra, la femme de Zeus, veut que Cybélé se pose la question de savoir si c'est vraiment Zeus qui s'est présenté à elle dans toute sa divinité glorieuse, c'est tout simplement parce que, mythologiquement parlant,
Si un dieu apparaît dans toute sa gloire divine, dans tout ce qu'il le revêt, et qu'un quelqu'un venait à le voir, alors cela tuerait immédiatement cette personne. Parce que la vue de Dieu, on ne peut pas regarder Dieu et ne pas mourir. Et donc comme je l'ai dit, la petite astuce de Héra a bien fonctionné. Et donc Cybélé commence à se dire « Ah, mais Zeus, si t'es vraiment Zeus, alors apparaît devant moi !» Et Zeus dit « Mais ne m'oblige pas à faire ça, ne m'oblige pas à faire ça !» Et il finit par le faire, et c'est alors que Cybélé est frappée par un éclair, par le tonnerre, et c'est là que Cybélé meurt et passe dans l'au-delà. Il se trouve que l'impact de cet éclair sur son corps a causé un accouchement prématuré de son fils Dionysos. C'est alors que Zeus sauve ce petit prématuré, Dionysos, en le cousant à sa cuisse. Et quand vient le temps pour Dionysos de naître de nouveau, comme renaître, Zeus sait très bien qu'il lui faut absolument cacher cet enfant parce que Héra, sa femme, va complètement péter un câble. Du genre, mais attends, t'es sérieux, tu vas garder l'enfant? Donc il formule la requête au messager de Dieu, Hermès, de prendre Dionysos dans la forêt. Forêt dans laquelle il va être élevé par un demi-bouc, connu sous le nom du dieu Pan. Voilà, vous l'avez à l'image, Pan ou Pan, je sais pas comment on dit, dans la forêt. Donc pour être clair, c'est un peu en quelque sorte comme si ce demi-bouc devenait la famille d'accueil de Dionysos. Je vais vous montrer l'arbre généalogique de cette famille mythologique parce que c'est très pertinent. Vous avez donc tout en haut Cybélé, la mère diabolique, démoniaque, le dieu d'Anatolia. Donc vous l'avez bien compris, elle est morte, mais elle met au monde Dionysos avec Zeus, et de l'autre côté, avec le King Gordias, elle a le roi Midas. La chose intéressante à propos de ce Pan, ce demi-bouc, certains ont interprété qu'il s'agirait de Satan, c'est qu'il est vraiment baigné dans la luxure. Il est toujours en train de se saouler dans la forêt. Parce que la mythologie raconte que quand il est saoul, il est plus facile pour lui de donner des prophéties. Donc il devient un petit peu comme le dieu gardien, le dieu berger d'un troupeau complètement bourré. Pan fait ce que lui est demandé de faire, à savoir élever, s'occuper, prendre soin de Dionysos. Et Dionysos grandit pour devenir ce magnifique, comme il est décrit d'ailleurs, jeune homme à l'aspect très efféminé, qui clairement adore sa famille d'accueil, Pan. Pan avec ses cornes sur le dessus de la tête. Voilà qu'une nuit, Pan boit un petit coup de trop. Et voilà qu'il est retrouvé dans un état d'ébriété vraiment avancé par le roi, désormais roi Midas. Enfin, les servants, les hommes du roi Midas. Donc, il le trouve comme ça, c'est moitié bouc, il l'emmène jusque dans le palais de Midas. Et bien sûr, le roi Midas reconnaît ce Pan, et il décide de garder en sécurité et de le mettre confortable dans son palace. Mais voilà que Dionysos est en état de panique totale parce qu'il n'arrive plus à trouver son père. Et puis quand il découvre qu'il est en fait avec le roi Midas, ça le soulage. Parce que vous l'avez compris, c'est en fait son demi-frère. Vous l'avez bien compris, Cybélé est à la fois la mère du roi Midas et de Dionysos, ce joli petit garçon. Donc voilà Dionysos tout content, Dionysos qui est quand même à moitié dieu puisque rappelons que Zeus est son vrai père. Il est tellement content qu'il dit à son demi-frère Midas, tu sais quoi, je vais te donner tout ce que tu veux. En tant que récompense de cadeau pour ce que tu as fait, je te donnerai tout ce que tu veux. Le roi Midas, c'est quelqu'un de très gourmand. C'est là qu'il lui dit, moi je voudrais la Midas Touch, la touche Midas, c'est-à-dire que tout ce que je vais toucher, je veux que ça se transforme en or. Et c'est ainsi que la touche Midas est accordée. Et bien sûr, comme tout ce que le monde des ténèbres donne, cette touche Midas est maudite. Il se trouve que le roi Midas a accidentellement transformé sa propre fille en or, au moment où il essayait de la consoler, de la prendre dans ses bras. Et donc il se reprend, il se dit, ok, c'était peut-être pas une bonne chose que de demander ça. Et donc il retourne en arrière et il commence à plaider sa cause auprès de son demi-frère. Et il est là du genre, ah, écoute mon frère, faut vraiment que tu m'aides à me débarrasser de ce truc-là. Je sais que j'aimais tellement l'or, mais j'ai pas tellement pris toute la mesure et l'ampleur de ma demande. Alors s'il te plaît, aide-moi à me débarrasser de ça. Donc Dionysos accède à sa requête et lui demande d'aller laver ses mains dans la rivière Pactole, de façon à ce que l'or soit en fait transféré dans cette rivière. Et juste un petit flashback dans l'histoire ancienne, au cas où vous ne connaissez rien à propos de cette rivière qui existe, qui s'appelle la rivière Pactole, ironiquement, c'est à cet endroit-là qu'une quantité astronomique d'or et d'argent a été retrouvée dans cette rivière. En réalité, cette rivière est même devenue, et c'est très important, la source de la première pièce en or qui a été utilisée dans le monde ancien. C'est là que le système bancaire a commencé, les gars. Juste là, sous nos yeux, le système bancaire, vous l'avez. J'invente pas, regardez, faites vos recherches, ça a commencé juste ici, en Turquie. Bref, revenons-en à notre petite famille. Donc Dionysos est maintenant un jeune adulte, à moitié dieu, et il veut vraiment sa maman, il veut que Cybélé revienne. Et Cybélé est passée dans l'au-delà, alors il décide d'entamer un périple pour aller chercher sa mère.
Il est persuadé qu'il va pouvoir la récupérer et la faire revenir. Bien entendu, ce voyage connaît son lot d'obstacles. Voilà qu'il rentre dans le royaume de la mort et qu'il doit payer un lourd sacrifice, vous vous en doutez, pour ramener sa mère. Et c'est la raison précise pour laquelle Dionysos et Cybélé sont associés à cette idée d'une nouvelle naissance. De retour du monde de l'au-delà, voilà que Dionysos devient un petit peu comme le consort de maman Cybélé. Et c'est là que les choses vont se compliquer un petit peu. L'histoire raconte que sa maman est tombée amoureuse de lui. Et ses parents adoptifs là-bas dans la forêt, ils étaient pas trop fans de l'idée. Ils étaient là, oh là là, maman, attends, c'est quand même un jeune garçon. Enfin, un petit peu adulte, un petit peu jeune garçon. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu peux pas tomber amoureuse de lui. Donc ils sont convaincus que c'est trop bizarre, que cette super flippante vieille maman castrée est soudain un big crush sur son magnifique fils. Eux avaient d'autres projets pour lui, donc ils l'emmènent, ils le mettent à l'écart. Ils tiennent absolument à ce qu'il puisse épouser quelqu'un d'autre. Mais l'amour que cette grande prêtresse ressentait pour ce garçon, son fils, non, c'était beaucoup trop fort. Ah, ça commence à me faire penser à quelque chose, hein. C'est l'histoire la plus Amiens de toutes les histoires d'Amiens. Bref, pour résumer l'histoire, Dionysos et Cybélé vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Sauf que voilà, à un moment donné, elle le rend complètement dingue et lui aussi décide de se castrer. Oui, il y a beaucoup de castration dans toutes leurs petites histoires. Hein. Et vous devriez savoir que de cela, et je pense qu'à ce point où on en est, ça va même plus vous choquer, des sectes ont été créées. Ces sectes sont aujourd'hui connues comme la secte de Cybélé ou la secte de Dionysos. Renseignez-vous sur le sujet, regardez en ligne. Et les gens qui suivent cette secte sont connus sous le nom des Galles. Et dans la secte de Dionysos, pour avoir un grade élevé, devenir comme un grand prêtre, l'un des critères obligatoires est de vous castrer. C'est pas moi qui invente ça, hein. J'ai juste regardé la statue. Vous pouvez même regarder vous-même sur le site de English Heritage, il raconte toute l'histoire. Donc il vous parle des Galli, donc les Galles, qui brisent les normes romaines de sexe et de genre. Un petit bout de LGBTQ+, d'histoire. Donc dans la secte de la déesse Cybélé, les Galles, the Galli, les Galles étaient des prêtres. Ils étaient spécifiquement dévoués à la cause de son consort Attis, donc c'est-à-dire Dionysos, qui s'était castré lui-même dans une frénésie divine. Comme initiation à la secte des Galli, des Galles, il fallait également se castrer soi-même, et par la suite s'habiller exclusivement dans une tenue de femme. De ce fait, ils occupaient une place très ambiguë dans la notion des genres romains, avec lesquels beaucoup de transgenres d'aujourd'hui et de personnes non-binaires se sont identifiés. Non, sans blague. Donc on se castre et après on s'habille seulement dans des vêtements de femme. Je blague pas, on vient de résumer en quelques minutes le dieu Damien. Pour vous initier à cette secte, voilà comment ça fonctionne, il faut vraiment que vous puissiez rentrer dans ou plutôt que vous puissiez être comme le chevalier des festivités. Au cours certainement, j'imagine d'une cérémonie au cours de laquelle la nuit les gens portent des cornes, pendant laquelle ils vont rendre hommage au dieu Pan, et pendant laquelle ils vont pratiquer ce qui est connu aujourd'hui comme des orgies. Donc, vous avez bien compris, des orgies sexuelles. Hein. Les chemins vraiment se croisent. Franchement, regardez, faites vos recherches. J'ai pris le temps vraiment de regarder tout ça à travers les siècles, et j'ai pris conscience que cette secte ne s'était jamais vraiment éteinte finalement. Visiblement, c'est quelque chose qui est toujours très à la mode. Hein. Toutes ces thématiques se croisent et se rejoignent. Il y a la pédophilie, il y a l'inceste, et tout cela est fortement encouragé pendant ces nuits de festivités. Et vous devriez également être informé que le théâtre est un composant essentiel de cette secte. Dionysos est le dieu grec du théâtre. C'est même à travers cela que le théâtre de l'Occident s'est formé. Quand on regarde le monde d'aujourd'hui et qu'on voit tous ces gens qui sont dans des positions de pouvoir, et puis on s'aperçoit soudainement que Justin Trudeau était un professeur d'art dramatique, que l'autre Zelensky, là, c'était un acteur, qu'Emmanuel Macron lui-même était acteur dans sa jeunesse, qu'il a même été formé directement par Brigitte. Bien entendu, tout ça vous fait vous poser la question raisonnable. Est-ce que cette secte n'aurait-elle pas peut-être survécu à travers les âges? Et franchement, selon moi, c'est le cas, évidemment qu'elle a survécu. Je viens juste de vous refaire tout le retracé. Cette secte a vraiment les mêmes caractéristiques à chaque fois. Il y a le dieu Pan, il y a le jeune garçon qui adore la bête, le bouc, et cette bête, et on voit qu'elle élève toujours un jeune homme, il y a toujours cette touche Midas dans chacune de ces histoires. C'est ainsi que je n'étais pas vraiment surprise d'apprendre qu'une statue rendant hommage à Pan a également été retrouvée dans la villa de la famille Médicis. C'était un peu les Midas de leur époque. Hein.
dans la ville de Florence en 1787. Regardez un petit peu cette statue. Ce à quoi nous devons nous intéresser ici, c'est la touche de la théologie, bien sûr. L'aspect spirituel derrière tout ça, à travers ce demi-bouc, cette statue qui avait une si grande importance pour la famille Médicis, qu'ils l'ont fait transférer jusque dans leur villa à Florence. Donc sur cette statue, on distingue bien le dieu Pan, hein, le mi-bête, mi-bouc, qui est un petit peu cette figure de tuteur à côté de ce jeune homme sur l'image. Je sais pas les gars, moi je trouve ça vraiment incroyable alors qu'on est en train d'évoluer dans cette série Becoming Brigitte, de nous rendre compte que c'est justement Brigitte qui a décidé de mettre en avant ces festivités de Dionysos lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, où ces gens étaient habillés non selon leur genre. Et puis on finit par découvrir, je cite, que cela était le dieu, hein, je mets entre guillemets, d'elle et d'Emmanuel, de leur ville de naissance. Avouez que c'est une coïncidence de plus vraiment étrange. Ce qui est également étrange au passage, c'est que dans le mariage entre Brigitte et Emmanuel, ils ont choisi de décorer le haut de leur gâteau de mariage avec ce truc extrêmement bizarre, des cornes. Dans le livre de Xavier Poussard, Becoming Brigitte, il écrit ceci, je cite, en rapport avec ce mariage tout bizarre. Est-ce que vous pouvez me l'afficher? Vraiment, je vous assure, tout à ce sujet est bizarre. Tout était étrange dans ce mariage. De la chemise sans manches à la petite robe particulièrement courte qui était portée par Brigitte, jusqu'à la cravate rose d'Emmanuel Macron, sans mentionner le dessus du gâteau qui vraisemblablement évoquait les cornes de Baphomet. Bizarrement, il continue, il s'avère que ce mariage n'a pas été mentionné dans l'hebdomadaire Les Échos du Touquet. Le 20 octobre 2007, le seul événement mentionné dans le journal à cette date-là, c'était un baptême. Donc ouais, c'était de toute évidence un mariage bizarre. Bizarrement, il n'a pas été du tout rapporté dans la presse locale. Aucune explication n'a été donnée pour ce dessus de gâteau. Sur une touche un peu différente, pour revenir à la famille de Rothschild, 1972, ils ont lancé cette célèbre fête, vraiment un bal surréaliste, où il était demandé aux invités de se présenter costumés. L'hôtesse de ce bal était bien entendu la baronne de Rothschild. Et je dois dire, bon, sur une petite note un petit peu fashion, que moi, personnellement, je porterais pas un truc pareil. Je porterais pas l'espèce de machin qu'elle porte là, non? Ça vous fait vraiment poser des questions, mais oubliez parce que vous n'avez pas le droit de vous poser des questions. Et la raison pour laquelle je vous donne toutes ces informations, tous ces détails, c'est parce qu'au fur et à mesure qu'on essaie de dérouler toutes les pièces de ce puzzle ensemble, on parle des dossiers Epstein, de Sigmund Freud, d'Emmanuel Macron, où on s'aperçoit que cette thématique est un petit peu récurrente. Et oui, l'aspect spirituel de toutes ces choses, la théologie, est très 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 pertinente. C'est peut-être l'heure pour nous de commencer à ouvrir une Bible. Je parle de la Bible, la vraie version. Pas la version de la Bible falsifiée qui se répand aujourd'hui. Bref, informez-vous vraiment davantage sur l'histoire de Dionysos et je pense que toutes ces histoires mises bout à bout vont vraiment vous permettre d'avoir beaucoup plus de clarté sur ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, ce à quoi nous devons faire face. Et non, c'est pas vous les fous. En réalité, moi ce que je pense c'est que ce sont les gens qui gouvernent ce monde aujourd'hui qui sont fous. Ils ont tout simplement et vraiment perdu leur esprit. Je vais maintenant vous montrer un petit peu davantage sur ce que nous avons découvert ces dernières heures à propos du prisonnier 2093. Et je vais en particulier vous diffuser un audio à propos de cela. Ok, bon, on va commencer avec quelques mises à jour. Tout d'abord et avant tout, je tiens surtout à remercier tous ceux d'entre vous, et vous avez été nombreux, à nous écrire en ce qui concerne ce fameux Furas, F-U-R-A-S, ce Warren Furas. Vous savez, c'est le nom qu'on a retrouvé dans les archives digitales de Stanford, comme étant celui qui aurait rencontré, le jour des visites, qui aurait donc rencontré notre sosie de Jean-Michel Trogneux. Bien, beaucoup d'entre vous nous avaient écrit en nous faisant savoir que FURAS était une abréviation dans le langage naval militaire. Cela veut dire en anglais Further Assignment. Donc Further Assignment As, FURAS. Et donc ce jour où tous les prisonniers ont pu recevoir de la visite de proches, le jour des visiteurs, où tous ont dû signer et mettre leur nom, eh bien pour notre très cher sosie JMT, notre prisonnier 2093, eh bien lui avait quelqu'un dont le nom aurait été Warren Furas. Donc Warren on Further Assignment. Et c'est vrai, bien entendu, avant de vous dire ça, je l'ai vérifié. Dans le langage des abréviations donc militaires, ça veut dire, alors pardonnez-moi, c'est difficile à traduire en français vu que c'est une expression anglaise, mais further assignment, c'est un peu comme attribution future, future affectation. On va le traduire comme ça, future affectation. Donc fut at, c'est comme s'il s'appelait futaf, mais ça en fait chez eux c'est furas. Donc ça représente bien quelqu'un qui est entre deux missions un petit peu. Et l'abréviation est en particulier utilisée dans le langage militaire pour désigner un marin qui serait transféré vers une nouvelle mission, mais que leurs assignations nouvelles n'ont pas encore vraiment été délimitées. Donc maintenant, on va se poser la question, qui est Warren? C'est quoi Warren? Qu'est-ce que ça signifie?
Nous avons bien compris que Furas signifiait future affectation, mais qu'est-ce que Warren signifie? Est-ce que c'est un endroit? Est-ce que c'est une personne? Envoyez-moi toutes vos idées. La plupart d'entre vous êtes bien plus intelligents que moi pour chercher ces trucs-là. J'ai vraiment l'impression d'avoir une formation accélérée dans tout ce qui concerne le militaire en ce moment. Et je tiens à préciser que je pars de zéro, hein. Surtout quand il s'agit de la Navy. Donc écrivez-moi, on va voir ce qui ressort. Quelque chose que je voulais vous mentionner également hier, mais on manquait vraiment trop de temps, c'est que l'université, le campus de l'université de Stanford, par-dessus toutes les choses qu'on a déjà vues ensemble, en 1967, ils sont devenus, pour ainsi dire, l'une des seules places, parce qu'il y en avait seulement à peu près 10 à cette époque-là à travers les États-Unis, qui ont commencé les opérations de changement de sexe. Des chirurgies transgenres. C'est pas une blague, les gars, c'est pas une blague. Je vais vous montrer parce que je suis sûre que vous allez pas me croire, c'est tellement gros. À chaque fois que je rajoute un élément de fait supplémentaire à cette histoire, on a vraiment l'impression que j'invente le truc de toute pièce, quoi. Je vous assure que c'est vraiment pas le cas. Cela a été publié dans le journal de Stanford, et ça existe, hein, vous pouvez le retrouver dans leurs archives de cette époque-là. Cet article en particulier date de 1973, donc c'est en fait 2 ans après l'expérience carcérale de Stanford, des chirurgies de changement de sexe organisées dans le cadre du projet de centre médical. Il nous est indiqué que les patients apprennent comment arranger leurs cheveux, comment s'asseoir, comment marcher, comme membres du sexe opposé, dans le cadre d'un programme de changement de sexe conduit par le centre médical de l'université de Stanford. Je cite, la réhabilitation est le focus principal de ce programme, raconte la coordinatrice du programme, Pat Gandy. Il se peut que la chirurgie fasse partie ou ne fasse pas partie du process de réhabilitation d'un individu. Cela étant, nous voulons que si un individu passe par ce procédé de la chirurgie, il soit capable de pouvoir s'adapter aux normes sociales, à la société en tant qu'homme ou femme, mâle ou femelle, normal. Depuis que Stanford a commencé à opérer des changements de sexe en 1967, à peu près 500 candidats se sont approchés de l'hôpital, mais seulement 10% ont entrepris la chirurgie, nous raconte Gandhi. Et donc l'article se poursuit avec en sous-titre le seul programme. Stanford est la seule université à proposer ce programme sur la côte ouest. Et il ajoute, c'est un monsieur pardon, il ajoute, et cela parmi les seulement 10 qui existent à travers la nation. Les candidats potentiels se sont soumis à des tests médicaux, physiques et mentaux et sont évalués par une équipe de docteurs, de psychiatres, de psychologues et d'anciens patients. Il a dit que les examinateurs recherchaient à une vraie motivation, une ressemblance physique avec le sexe opposé. Ils doivent être dans une capacité physique de pouvoir suivre un tel procédé de chirurgie et n'avoir aucune histoire de psychose, aucun antécédent de psychose. Et puis l'article poursuit en nous disant, pour les 10% qui ont fait la chirurgie n'est pas faite avant au moins 12 mois, quand nous sentons confortables et que le patient se sent également à l'aise avec cette décision. Les gens qui ne sont pas candidats pour ce changement de sexe, peut-être aiment ce changement de rôle et se transformer dans le sexe opposé, mais n'ont pas nécessairement le désir d'un changement chirurgical. Je veux dire, c'est juste incroyable. Le seul endroit sur toute la côte ouest où se rendre pour pouvoir changer de sexe, c'est l'université de Stanford. Les mêmes années exactement où notre petit sosie de Jean-Michel Trogneux, le prisonnier 2093, celui-là même que nous n'arrivons toujours pas à identifier, était là-bas. Et nous sommes désespérés de pouvoir l'identifier. Et peut-être que vous savez qui c'est, peut-être que vous regardez ce programme et vous dites « Mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est moi sur la photo, c'est moi le prisonnier 2093, c'est moi Thomas Williams. Tout le temps que tu fais ces épisodes, c'était moi, c'est moi. » Effectivement, c'est dingue, j'ai une vraie ressemblance avec JMT, mais non, c'est moi. S'il vous plaît, si c'est vous, écrivez-nous, envoyez-nous un email à tips@candaceowens.com. Et d'ailleurs, bien qu'ils aient été le premier à s'embarquer dans cette histoire de changement de sexe, de transgenrisme, etc., c'est quelque chose sur lequel Stanford, aujourd'hui, insiste toujours. C'est quelque chose dont ils sont fiers, dont ils se vantent. Regardez ce gros titre. Regardez, dans le cadre de la conscience bien pensante, transgenre, LGBT... cette nouvelle collection historique sur le genre, et ils sont là tout fiers, mais c'est nous qui l'avons fait en premier, on était les premiers. C'est incroyable. Non, c'est vraiment incroyable. Et pendant le mois de la fierté, ils étaient là du genre, nous allons juste vous montrer toutes ces choses que nous avons faites
pour être les premiers qui ont pris soin des transgenres. Il faut vraiment se poser la question. On est tous là à regarder le monde en train de devenir complètement fanatique transgenre. Est-ce qu'on essaie de nous endoctriner? Est-ce qu'on essaie de nous imposer la théologie suprême de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on nous endoctrine pour adhérer à une seule théologie? Pour adhérer à un seul chemin de foi? On en a déjà parlé, cette combinaison du mâle du mâle et de la femelle. Plus vous allez apprendre à propos de toute cette histoire mythologique que je viens de vous dérouler sur Cybèle, sur le personnage de Dionysos, et vous essayez de dire que mais non, c'est pas la même chose, je vous dis c'est exactement la même chose. Et c'est là qu'on commence vraiment à comprendre ce qui se passe vraiment dans les coulisses de ce monde. Donc merci pour le petit tuyau, Amien. Nous avons également reçu une tonne d'emails sur Georges Pompidou, donc que j'ai abordé dans l'épisode d'hier. Je vous ai dit que c'était le Premier ministre qui était devenu président de la France, après la mise en scène de cette révolution colorée, pour renverser le grand Charles de Gaulle, qui était bien plus sensé, parce qu'il était là, mais vous êtes dingue ou quoi? Non, on va pas faire une rupture comme ça avec l'or. C'est clairement pas une bonne idée. J'ai pas du tout envie de rejoindre cette espèce de système mondial monétaire. Donc là, c'est un commentaire parmi les très nombreux commentaires que nous avons reçus dans les commentaires sous ma vidéo YouTube. Il est écrit, donc je lis, Candace, important PS à ce sujet. Il s'avère que Georges Pompidou était le directeur général de la Banque de Rothschild à Paris avant de devenir le Premier ministre et plus tard président de la France, travaillant sous le leadership de Guy de Rothschild. Pompidou a rejoint la banque en 1955 et s'est rapidement élevé dans une position de management, travaillant là-bas jusqu'en 1962. Merci pour ton travail. Et il a raison, j'ai vérifié. Il est exact de dire que Georges Pompidou, encore une histoire extrêmement similaire avec celle d'Emmanuel Macron, je veux dire, c'est presque un copier-coller de l'histoire. Comme s'il y avait vraiment une main au-dessus de lui, vraiment cette touche Midas. On le sort de nulle part, et boum, il devient président après avoir dû, bien entendu, se débarrasser de Charles de Gaulle. Et c'est ensuite que la France est venue récupérer son or dans cette espèce de flotte navale très mystérieuse. Apparemment, les forces aériennes étaient impliquées également. Bon, bref. On ne sait pas vraiment, c'est très très opaque, on ne sait pas comment les choses se sont passées. Et aujourd'hui, on n'a aucune idée d'où se trouve cet or. Et donc pour terminer, j'ai eu vraiment une grande quantité de commentaires de la part de gens qui parlent français, les Français du Canada, les Français de France, qui nous ont écrit pour nous expliquer vraiment la façon tout à fait inhabituelle, avec ce langage extrêmement soutenu et des mots complexes, vraiment cette touche très philosophique, vraiment pas nécessaire dans le cadre de cette réponse, avait été utilisée par notre prisonnier 2093. Vous savez, dans cette transcription de sa réponse que nous avons lue de sa sortie, dans son interview, son interrogatoire de sortie, vous savez, cette longue réponse qu'on a lue, où il parle de son identité, du soi. Et moi j'ai dit non, ça c'est pas un Américain, il parle pas comme ça. Bien sûr, tu peux apprendre une langue, mais je crois qu'il y a quelque chose de plus subtil qui vient derrière, en plus s'ajouter juste à la langue. Et donc à la question est-il normal de parler comme ça, la réponse est non, pas du tout. Sa réponse était très irrégulière, c'était très confus. Eh bien, devinez quoi? L'audio existe. De la transcription que nous avons lue, qui était juste en texte hier dans la vidéo, l'audio existe. Il n'y a pas de visuel, mais il y a bien un audio qui est disponible sur le site internet de Stanford. Je ne sais même pas comment j'ai pu rater ça. Et alors que je vais jouer cet audio, je veux que vous prêtiez vraiment attention à la difficulté qu'a cette personne avec les R. Pour moi, il est absolument clair maintenant qu'il ne s'agit pas ici d'une personne dont l'anglais serait la langue natale. Ce n'est pas quelqu'un qui parle anglais de naissance, en fait, ça se voit. En particulier parce qu'il parle de son rôle, au lieu de parler de son role. Et on voit qu'il essaie vraiment de se concentrer pour prononcer ces R, qui sont un peu were, comme ça, en anglais. Donc, écoutez. Et là, pour satisfaire tout le monde, parce que vous avez été nombreux hier soir, là c'est Marie qui parle, je ne traduis pas, je parle. Vous avez été nombreux à me demander hier, mais Marie, pourquoi t'as traduit la vidéo? On voulait tous entendre le personnage parler. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas traduire et je vous laisse écouter, puisque de toute façon, ce qu'il dit, on l'a traduit dans la transcription, la lecture de la transcription hier dans la vidéo. Écoutez bien. You could say I was playing my best role because I believe that life is really depends upon what role you play as to how you act. And in almost any situation that I've been in, I can describe it in terms of a role I'm playing. And being in prison, having to follow all of these rules, it was one of the first opportunities I've had to play the basic role, or at least as far as I can understand, the basic role on which the other roles are built. Okay. And I can't describe self in terms of anything but role. I believe that
The most important thing is results and not what the attempts are. I'm not quite sure what you mean by that exactly. I mean, I would change to most any role, not most any role that can be built upon the basic role, in order to accomplish what the basic role would want to accomplish, but could not accomplish by itself, by acting as I a role. see. Okay. Non, No, tu she crois does qu'elle not comprend? see. Elle comprend rien. Alright, so the role you've been doing the role of prisoner this week. Now, suppose the random selection had ended up with you being a guard instead. How well do you think you could have gotten into the role of a guard? I think that I could have gotten into the role of a good guard as well. I think I could have gotten into the role to where I would be satisfied with the role. By someone else's standards, I don't know. Et puis il y a quelqu'un d'autre dans le chat qui a dit ouais, la façon dont il prononce le mot opportunity, il est là en mode opportunity, c'est comme si vraiment il est sur le point de faillir, il se reprend, il essaie. C'est un bon acteur, mais pas si bon acteur que ça peut-être. Hein. Trouvez-moi le prisonnier 2093. Également, je tiens particulièrement à féliciter la personne qui a préparé cela pour nous. Je suis pas quelqu'un qui soit particulièrement doué avec la technologie. Et cette personne, j'imagine avec un truc genre FaceApp, hein, c'était FaceApp, je sais pas, c'était un truc comme ça, comme FaceApp, hein. Et je crois qu'il y a une genre de fonctionnalité où tu peux en fait transformer quelqu'un. Et je me souviens que ça a été une traîne à un moment donné où vous voyez tous ces gens sur Facebook qui disaient ah bah tiens ça c'est moi si j'étais un garçon et puis donc ça changeait le visage. On voyait la transition d'homme à femme en fait. Et donc il y a quelqu'un qui s'est amusé qui a pris la photo de Jean-Michel Trogneux et qui a utilisé l'application en transformant le visage en une femme. Quel serait le visage femme de Jean-Michel Trogneux? Non mais regardez, bon c'est pas très scientifique, hein, c'est juste une application en ligne, mais regardez quand même l'effet. C'est surprenant, non? Donc en fait, sur la première image, on voit Jean-Michel à gauche et ce qu'il serait s'il était une femme. Et sur la deuxième image, on voit à gauche ce qu'est aujourd'hui Brigitte et ce qu'elle serait si elle était une femme. Non mais c'est complètement dingue ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle quand même. Franchement, je vous dis, je pourrais jamais me débarrasser de cette vision-là. je pourrais pas m'en débarrasser. Je dois vous dire un truc, j'ai reçu un email de quelqu'un qui pense avoir retrouvé Jean-Michel dans un album de fin d'année aux États-Unis. Et je vous promets, cet email est arrivé genre 2 minutes juste avant qu'on lance le live ce soir. Et j'étais là, non, tant pis, on arrête tout, on met tout en suspens. C'est bon, on a besoin de confirmer là, l'histoire est finie. Mais bon, voilà, le temps nous a manqué pour vérifier si l'affirmation était correcte. Mais si c'est vrai, l'histoire est dingue. J'en sais rien, je sais pas. Bon, on va examiner tout ça, je vous ferai savoir dans le prochain épisode. Mais bref, je vais finir en lisant vos commentaires. Avant de lire les commentaires, je vais vous balancer quelques publicités et on se retrouve dans le prochain épisode. Voilà mes amis, nous sommes parvenus au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo d'ici là. Portez-vous bien. Bye.